D'abord, merci à vous d'être là. Vous êtes des partenaires absolument indispensables, incontournables. Et surtout, dès le début, avec Céline et avec les autres personnes qui sont venues nous rejoindre à l'Observatoire, nous avons toujours pensé que la pression la plus efficace viendrait des parents. Évidemment, pas les parents tout seuls, pas tous les parents. Vous avez entendu ce matin que des parents ont fait pression, en particulier en Angleterre, justement pour que leurs enfants prennent des hormones. Donc tous les parents, enfin quand on dit les parents, c'est jamais tous les parents. Certains parents ont fait pression d'un côté pour que leurs enfants prennent des hormones. D'autres parents, qui se sont réunis dans différents pays en association, d'abord ont eu besoin, je pense, de se retrouver, de voir qu'ils n'étaient pas seuls. Ils disent tous au début que quand ça leur est, on va dire, tombé sur la tête, ils pensaient qu'ils étaient absolument seuls. Et le fait de se rendre compte qu'ils n'étaient pas seuls est un point très important. Mais ça ne suffit pas. Il y a ensuite une réflexion personnelle. Hein. Qu'est-ce que j'ai fait ? Comment ça se fait que ça m'arrive à moi ? Qu'est-ce que j'ai fait dans mon éducation pour que ça m'arrive à moi ? Donc tous les parents se posent aussi ce genre de questions. Et puis il y a évidemment la relation avec les médecins qui est capitale, avec au départ dans tous les pays une seule source d'information, disons véhiculée par des médecins dits transaffirmatifs et aucune autre source d'information. Et donc, le premier but en particulier de l'Observatoire a été, en France, mais c'est arrivé aussi dans d'autres pays, a permis à ces parents d'avoir d'autres sources d'informations et donc de pouvoir, lorsqu'ils étaient en face des médecins, s'ils le souhaitaient bien entendu, de pouvoir, entre guillemets, résister, puisque en France et dans d'autres pays, l'autorisation des parents pour traiter les mineurs est encore non pas indispensable, mais en tout cas obligatoire. Voilà, donc diverses associations se sont constituées. Nous sommes évidemment, nous, en relation avec eux, et en même temps, nous sommes en relation, mais nous sommes séparés. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté, et nous pensons que c'est très important, qu'il y ait d'un côté les associations de parents. Enfin, nous pensons, nous, que c'est très important, parce que tous ne pensent pas de la même façon. Mais nous pensons qu'il est très important que les associations soient totalement indépendantes de nous et réciproquement, mais que par ailleurs, nous puissions tisser des liens, communiquer. Et par exemple, l'Observatoire fait des réunions un peu mensuelles, ou en tout cas tous les 2 mois, des groupes de parents pour des parents volontaires avec qui nous travaillons ensemble. Et donc ça leur permet à la fois de se rencontrer entre eux, mais aussi de pouvoir discuter avec nous. Mais nous tenons quand même à cette séparation qui nous paraît nécessaire pour les 2 parties. Voilà. On va laisser la parole peut-être à les personnes qui viennent du plus loin. Du plus loin. Du plus loin, c'est vous. Athéna Davies, qui vient du Canada, du Québec, de Montréal. Alors, bonjour tout le monde. Je vais profiter de mes quelques minutes pour vous parler un tout petit peu du contexte canadien et québécois. Donc, le Canada est un État fédéral et il n'y a pas de compétences en santé et en éducation pour le gouvernement canadien. Cependant, les compétences sont là pour ce qui est des droits humains et du code criminel. Donc, Justin Trudeau en a profité pour faire passer des lois interdisant la discrimination des personnes basées sur l'identité de genre. L'identité de genre, elle est strictement auto-déclarée, auto-identifiée au Canada. Et ensuite, pour ajouter à ça, il a fait criminaliser les thérapies de conversion en définissant, par exemple, une thérapie de conversion par le fait de réprimer ou de modifier une identité pour la rendre cisgenre. Donc, c'est très clair. On ne peut plus faire de thérapie. Enfin, les thérapeutes ont très peur au Canada de faire des thérapies par la parole parce qu'ils ont tous peur d'aller en prison, en fait. Et le dernier clou sur le cercueil, c'est cette année, on est en train de discuter d'une loi comme en Écosse, donc la loi anti-haine,
criminaliserait le discours de haine vis-à-vis des personnes trans. Et donc, on ne sait pas si dans un an, on se revoit. Peut-être que le RISI n'existera plus parce que ça va créer un commissaire qui va pouvoir nous accuser d'être de méchants transphobes parce qu'on dit que le sexe existe encore et qu'il n'y en a que 2. Ça, c'est pour le Canada. Pour le Québec, il faut savoir que nous avons malheureusement une spécificité québécoise. Les enfants ont énormément de droits à partir de 14 ans au Québec. Le Code civil a été changé il y a déjà quelques années. C'était pour permettre aux jeunes filles qui tombaient enceintes d'avoir des avortements sans en parler à leurs parents. Et donc maintenant, 14 ans, alors que dans le reste du Canada, c'est 16 ans. Et nous, à 14 ans, un jeune peut avoir accès à des soins de santé sans l'autorisation de ses parents. Et depuis cette folie transgenre, les politiciens ont même rajouté la possibilité pour un mineur de 14 ans de demander et de faire changer son nom à l'état civil. Donc, son acte de naissance, à 14 ans, vous pouvez faire ça sans l'autorisation. C'est vous qui pouvez déposer ça au Québec. Alors, on a une difficulté supplémentaire au Québec par rapport au reste du Canada. À l'école, au Québec, les écoles font des transitions sociales sur demande des enfants, avec ou sans information des parents, ça ne pose pas de problème. Et en fait, ce qu'on nous dit, c'est que les enfants savent ce qu'ils sont. Et si un adulte dit à un enfant ou prétend dire à un enfant le contraire ou mieux savoir, cela s'appelle de faire de l'adultisme. Donc vous êtes tous coupables, moi y compris ici, de faire de l'adultisme quand nous disons aux enfants peut-être qu'il faudrait réfléchir. Bon, alors la résistance s'organise malgré tout. Il y a quelques percées médiatiques, surtout dans la presse de droite, vous ne serez pas surpris, mais il y a aussi quelques chroniqueurs dans les médias de gauche qui font des chroniques. Le 29 février 2024, il y a une émission de Radio-Canada qui est l'équivalent de France Inter, ou très woke, j'imagine que France Inter est woke, je ne sais pas finalement, mais... Donc, à Radio-Canada, Trans Express a fait état du cas de détransitionneuse et il y a même une actrice de 14 ans, caméra cachée, qui a obtenu de la testostérone en quelques minutes sans ses parents dans le cabinet d'un médecin. Alors, ça a fait boom tout de même, mais ils ont été très critiqués. Et ce que vous ne savez probablement pas, c'est que quelques jours plus tard, les vitrines de Radio-Canada ont été fracassées par un groupe transactiviste, ce dont on n'a pas parlé. Si ça avait été un groupuscule d'extrême droite, ça aurait fait la nouvelle sur la montée de la haine de l'extrême droite. Mais parce que c'est un groupe transactiviste qui pourtant a fait un communiqué en disant « ce n'est pas la première ni la dernière fois que nous allons faire ça », on n'en a quasiment pas parlé. Il y a aussi diverses associations qui parlent de ça tout de même, qui sonnent à l'alarme. Alors, il y a le RISI, mais il y a aussi des associations féministes comme PDF pour les droits des femmes Québec, PDF Québec, pour les droits des enfants, PDE Québec, et la WDI, qui est Women's Declaration International, que vous connaissez sans doute. Et alors, la bonne nouvelle, c'est que le gouvernement québécois a mis sur pied un comité de sages à l'automne dernier pour examiner tout ça, parce qu'ils se sont rendus compte finalement que ça n'allait pas du tout. On leur demandait des toilettes dans les écoles. Il y avait on demande que les toilettes soient mixtes, soi-disant pour protéger les jeunes LGBT. Et le gouvernement a dit attendez, il faudrait peut-être prendre un pas de recul. C'est la première fois qu'on fait ça. Je vous lis rapidement ce que dit le gouvernement, communiqué du 5 décembre dernier. Alors que le gouvernement du Québec sera de plus en plus appelé à se prononcer sur des questions liées à l'identité de genre, il souhaite se doter d'un portrait élaboré des politiques, des pratiques et des directives en place ici, de même que dans les États comparables. Je vous invite tous à aller sur le site du gouvernement du Québec, comité de genre, et à leur envoyer ce que vous avez de mieux dans les États comparables, parce que le comité de sages va examiner ce qui se passe ailleurs pour nous aider. Et on a besoin d'aide. Donc, je continue. Le comité devra également produire une analyse des impacts potentiels sur l'ensemble de la société québécoise, donc impact de l'idéologie, de l'identité de genre, et identifier les enjeux sur lesquels le gouvernement devrait approfondir ses réflexions. Ainsi, à terme, les travaux du comité permettront au gouvernement du Québec de prendre ses futures décisions de manière plus éclairée. Nous avons donc rencontré le comité des sages.
en tant que groupe de parents, donc le RISI, le réseau éducation, sexe et identité. Alors c'est un réseau qui a deux missions. Il y a un côté soutien aux parents. Ah, finalement, j'ai... OK. Bah, à ce moment-là, vous pouvez passer à la dernière diapo. Là. Je sais pas si... Ah, d'accord. Quelqu'un me suivait. C'est extraordinaire. Donc, on a un côté soutien aux parents, mais aussi on a un côté, si vous voulez, action politique. Moi, j'ai le grand bonheur d'avoir une fille qui n'est pas prise dans la tourmente de cette folie-là. Mais beaucoup de parents, évidemment, dans le RISI le sont. En général, ce sont des filles, elles sont lesbiennes, il y a des autistes, des enfants à haut potentiel intellectuel. Enfin, voilà, vous connaissez le portrait, c'est à peu près le même qu'ailleurs. Nous sommes deux co-animatrices, donc moi-même sous mon vrai nom et Caroline Morgan. Et toutes les autres personnes sont anonymes parce qu'elles ne peuvent pas prendre des risques de perdre leur emploi, leur qualité de vie, etc. Et quand elles font partie d'ordres professionnels, on s'attend à ce qu'elles soient sanctionnées parce que les ordres professionnels du Québec, bien qu'ils ne se soient pas encore prononcés, c'est un peu comme en Allemagne, ça va sortir et nous avons bien peur que ça sorte du côté de la WPATH. Donc, les valeurs du RISI, il y en a deux, c'est dire vrai, donc il ne faut pas mentir aux enfants, et agir sans nuire, ben là, ça se passe d'explication. Nos missions, c'est de questionner, d'informer, d'agir et de soutenir les parents, et nous avons un statut de Friends of GenSpect. Alors, nous espérons, avec notre mémoire présentée au comité, comme d'autres, qu'il y aura des développements positif dans les prochains mois. Je peux vous dire que nous avons déjà été identifiés comme association transphobe, évidemment, ce qui, finalement, nous a fait de la pub. On en a bien besoin parce que sinon, on est assez annulé par la presse qui ne veut pas nous parler. Donc, bon, voilà, on va prendre tout ce qui passe. Merci beaucoup. Merci. Nous allons maintenant aller un tout petit peu plus près, en Suisse, et entendre donc Frédéric Spicher, qui est représentant d'AMQG, qui fait un remarquable travail, cette association. À toi, Frédéric. Merci, Céline. Merci, également de nous accueillir aujourd'hui. Comme il est de notoriété publique que les Suisses parlent lentement, j'estime avoir droit à 1 minute supplémentaire d'expression. J'espère que vous serez tous d'accord. Voilà, après tout, moi j'ai concentré mon intervention sur la mission et les fonctions d'une association de parents, parce que je pense que c'est intéressant que vous la compreniez, comme on essaye de vous comprendre vous. Et je dirais qu'après tout ce qu'on a entendu hier et ce matin, la voix des parents, c'est un peu la voix de la terre. C'est celle des gens qui sont aux prises au quotidien avec des situations qui les dépassent complètement, qui impactent tout le biotope familial, pas seulement un enfant, mais tout le biotope, et dans lesquels elles ne trouvent que peu d'appui et parfois même que peu de compassion. Pour nous, tout a commencé le 28 octobre 2020. On s'est trouvé face à une jeune, ma fille, 16 ans, qui était complètement sonnée, complètement groggy par ce que je venais de lui dire. Elle était venue quelques jours plus tôt nous annoncer toute fière qu'elle avait son sésame pour se faire enlever les seins et prendre des hormones à l'âge de 16 ans et après 4 séances de psychothérapie. Et on venait de lui dire qu'on n'allait pas la suivre sur cette voie-là. Et elle s'est complètement effondrée et on ne savait pas que faire avec elle. Et on a essayé de la calmer et tout d'un coup elle s'est écriée « Super, mais alors quoi ?» Et je crois que c'est en grande partie pour répondre à ce « mais alors quoi ?» que notre association a été fondée. Et c'est aussi pour répondre à ce « mais alors quoi ?» qu'on est ici aujourd'hui. Que peut-on offrir à des jeunes en plein désarroi? Qu'est-ce que des parents peuvent offrir? Qu'est-ce que des médecins peuvent offrir? Alors qu'en face, on leur propose une voie toute balisée, toute tracée, pleine de promesses et de jolies licornes. Dans les faits, que l'on soit parent, que l'on soit médecin, que l'on soit enseignant, s'opposer, en tout cas c'est notre credo, nous confère à tous une mission. C'est-à-dire que ces jeunes nous attendent sur du concret. On ne peut pas simplement dire l'approche affirmative n'est pas la solution ou en faire une critique sans proposer des moyens qui sont perçus comme tangibles, structurés, pour répondre à leur détresse. Donc, notre association n'est pas du tout née d'une position idéologique, partisane ou politique. Elle est née du terrain, quand on a vu que de nombreux parents se voyaient envoyés chez des spécialistes par des médecins de famille désemparés et que la réponse de ces spécialistes était une seule et unique.
quand bien même elle reposait sur des équipes pluridisciplinaires qui étaient composées de personnes qui partageaient tous la même position. Donc, dans les grandes lignes, l'AMQG, Association pour une approche mesurée des questionnements de genre, est une association qui, dès le début, a voulu se constituer comme une association de parents, mais pas que. Donc, dès le début, on a voulu élargir ça à des médecins, à des juristes, à des personnes de la communauté LGBT, enfin à toute personne qui était sensible à cette thématique. Notre association est présente en Suisse romande et en Suisse allemande. Elle est reconnue d'utilité publique. Ça n'apporte pas un grand avantage en termes pratiques, si ce n'est que les gens peuvent déduire leurs dons des impôts, mais en termes d'image, pour nous, c'est assez important. On poursuit 2 objectifs principaux. Donc, le premier, c'est comme notre nom l'indique, c'est promouvoir une approche mesurée, diversifiée et surtout non militante des questionnements de genre chez les jeunes et explorer des alternatives au modèle affirmatif. Le second, c'est de recueillir et de faire circuler des informations de la manière la plus large possible, informations basées sur des preuves, pour que justement les autorités de santé puissent établir des normes les plus élevées en matière de soins et d'éthique. En termes de chiffres, l'association a été créée en février 2021, donc on a 3 ans et demi, une centaine de membres, dont 70 familles concernées. On est en contact régulier avec 57 familles. Et sur ces 57 familles, c'est peut-être des chiffres, c'est des tout petits chiffres, mais ça peut être intéressant. On en a 77% qui sont encore en plein processus, dont 3 placés en foyer. Il faut savoir qu'en Suisse, quand les parents sont en opposition avec les tendances transaffirmatives, on a tendance à placer les enfants en foyer, donc c'est assez dur. Donc 77% qui sont encore en questionnement, mais 13 se sont réconciliés avec leur sexe biologique ou n'en parlent plus. Donc ce qui veut dire qu'on a un pourcentage de 23% de désisteurs ou de détransitionnaires, ce qui remet en question le fameux chiffre de 1% qu'on entend assez souvent, de dire qu'il n'y a qu'1% de personnes qui désistent. Sur une période de 3 ans et demi, donc on peut imaginer que si la période est plus longue, on aura plus de taux de désistement. En termes de stratégie, donc on essaie de se structurer vraiment comme une entreprise parce que dès le début, il nous a paru important d'élargir notre champ d'action et on travaille sur 4 axes. Alors, un groupe de parents comme nos amis belges, pour que les parents puissent partager, mais aussi surtout pour qu'ils puissent trouver un terrain d'appui, parce qu'en fait, on s'aperçoit qu'il faut beaucoup de courage aux parents pour s'opposer, et ils ont besoin d'une espèce de base arrière sur laquelle ils peuvent s'appuyer. On a une mission d'information auprès de ces gens-là, auprès des gens avec qui ces gens-là sont en contact également. On a une grande mission de collecte de témoignages, parce que c'est vraiment notre matériau premier, c'est ce sur quoi on base notre action, c'est ce sur quoi on base d'éventuelles dénonciations de malpratiques. Et donc ça, c'est extrêmement important. Et puis, on fournit de l'assistance aux parents, que ce soit de l'assistance dans des contacts avec des médecins, à faire signer des lettres d'engagement de médecins, voire de l'assistance juridique dans des cas de dénonciation. Le deuxième axe est un plan social, je dirais, au sens large, c'est-à-dire au niveau de l'éducation, de la santé et au niveau politique. Au niveau de l'éducation, on essaie de suivre un petit peu ce qui se fait en termes de directives scolaires. Il y a de plus en plus de directives scolaires dans les cantons suisses qui sont établis pour la prise en charge des enfants dits transgenres. Au niveau de la santé, c'est effectivement un grand travail de recherche et de partage d'informations et, quand c'est nécessaire, une dénonciation de situations que l'on perçoit comme des malpratiques. Et au niveau politique, il y a un grand travail d'information et de sensibilisation à faire et parfois on contribue à des interpellations. Le troisième axe, c'est communication média. Donc, on a vraiment une mission d'information. Donc, on produit aussi de l'information. On contribue à des articles, à des émissions, radio, télé, etc. On est présent sur le web. On est très actif sur les réseaux sociaux parce que c'est indispensable aujourd'hui. Et puis, on adresse un certain nombre de communiqués de presse sans beaucoup de succès à la presse, mais pour, de nouveau, cette mission d'information. Et le dernier point, qui est très important pour nous, c'est de constituer un réseau de compétences. C'est-à-dire que tous les parents qui arrivent vers nous sont dans la même situation que moi je l'ai été, c'est-à-dire qu'on ne sait pas à qui s'adresser. Donc, qui dans le domaine médical, qui dans le domaine psy, qui dans le domaine juridique peut nous aider, aider des personnes et puis potentiellement faire évoluer les réflexions au niveau des fêtières respectives. On s'aperçoit vraiment, et je crois que le colloque de ces 2 jours en témoigne, on est vraiment dans quelque chose qui concerne une quantité d'aspects différents dans la société. Voilà. Pour conclure, je formulerai 2 attentes. Je m'en suis demandé ce qu'on pourrait attendre de vous. La première attente en tant que parent, c'est que le premier maillon de la chaîne médicale dispose d'informations et de formations suffisantes pour entrer en matière, plutôt que de nous aiguiller vers des médecins
prétendument spécialistes qui envoient tous les enfants sur l'approche transaffirmative. Ça passe bien sûr par de l'information, ça passe par des formations, et là on est très très heureux que l'OPS ait mis sur place une formation justement pour donner des outils aux médecins. On aimerait que ces formations soient internationales ou internationalisées, qu'elles soient un label, enfin tous les gens qu'on a en face se recommandent de la WAPAT. On aimerait qu'on puisse avoir d'autres médecins qui se recommandent de l'OPS, de la SEGM ou que sais-je encore. Si possible encore, que ces formations soient considérées comme des formations certifiantes au niveau universitaire, parce que c'est aussi une grande marque de légitimité. Et la deuxième attente, alors celle-ci est en tant qu'association, et elle se situe plus au niveau opérationnel. On a fait une très riche expérience de collaboration internationale et pluridisciplinaire dans le cadre de l'action OMS. Pour les personnes qui ne sont pas au courant, donc c'est une action qui a consisté à dénoncer l'élaboration de la ligne directrice transaffirmative de l'OMS que l'OMS allait proposer. C'est une action qui a impliqué la SEGM, l'Observatoire de la Petite Sirène, des associations LGB, GenSpect, LGB Alliance, des associations de parents, le RESI, et puis on a vu que quand on se ligue, notre voix porte. Et quand on conjugue différents centres de compétences, notre voix porte. Et ça me semble important de pouvoir capitaliser sur cette expérience, donc de renforcer nos liens pour constituer une force d'action susceptible d'être activée rapidement. Je crois que ce colloque a constitué une magnifique opportunité de renforcer des liens. On souhaite qu'il y en ait d'autres. Merci de votre attention. Tu parles comme un Espagnol, aussi vite qu'un Espagnol. Mais, tu m'as pas accordé la minute supplémentaire. Oui, c'est ça. Bien, nous allons maintenant entendre Hippomonie, qui est un collectif français. Et je donne donc la parole à Diane. Bonjour à tous. Alors, je vais vous présenter Hippomonie, mais je ne suis ni la fondatrice de ce collectif, ni la porte-parole. Voilà, je suis un des parents impliqués, investis dans ce collectif depuis plusieurs années. D'ailleurs, il y en a, je crois, une dizaine ici qui sont là, qui chacune, à leur manière et chacun, ont contribué à leur manière à faire avancer notre combat. Donc, qui sommes-nous ? Avant de vous dire ça, je voulais juste vous dire que finalement, avec tout ce qu'on a entendu, ça rejoint ce que tu disais, Frédéric, hier, c'est-à-dire que chacun des intervenants hier, avec votre expertise dans votre domaine, la philosophie, la sociologie, la pédopsychiatrie, etc., ça a vraiment donné un éclairage qui fait sens avec tout ce qu'on vit au quotidien, et que vous allez voir que tout ce que nous, on vit, tout ce qu'on vit avec nos enfants, vont vous apporter une confirmation de tout ce que vous avez brillamment exposé hier. Donc, qui sommes-nous ? Un collectif laïque et apolitique, sans budget, composé de parents d'adolescents en demande de transition de genre. Il a été créé en 2021 par une mère de famille, une scientifique militante féministe universaliste, plutôt à gauche, voire très très à gauche, ce qui est assez cocasse quand on sait que Mediapart, Le Monde, s'évertue à faire des articles pour démontrer que nous sommes un groupuscule catholique d'extrême droite. Donc voilà, c'est assez rigolo. Vous aussi. Voilà. Donc le collectif porte le nom d'Hippomonie parce que ça veut dire patience en grec, étant donné que nous, on n'est pas opposés aux transitions de genre médicales rapides chez les adolescents. Enfin, pardon, on est opposés aux transitions de genre médicales rapides des adolescents, et qu'on est plutôt partisans d'une approche modérée et prudente concernant ces demandes de transition formulées par nos enfants. On est également très concernés par les jeunes majeurs, donc de moins de 25 ans, sachant que, comme c'est mon cas et de plein d'autres parents, nos enfants étaient mineurs et ils sont aujourd'hui majeurs. Donc voilà, on a des parents d'enfants mineurs et des parents d'enfants majeurs à présent dans ce collectif. Donc je vais vous dire en quelques mots ce que nous faisons en termes de collectif. Donc déjà, on essaye d'alerter les médias, les politiques, les familles, le monde médical. On milite pour que les transitions de mineurs ne se fassent pas avant un suivi pluridisciplinaire long, en hôpital public si possible, et dans un protocole de recherche. Voilà, parce que ce qu'on observe en fait, nous, au quotidien, c'est qu'on a des praticiens du privé qui font vraiment n'importe quoi et de façon inquiétante.
On essaye de communiquer via des interviews, des articles dans la presse écrite, plutôt de droite également, sans surprise. On signe des pétitions, on essaye d'être présent à tous les événements sur le sujet. On anime aussi des groupes de parole pour les parents, puisqu'on est très très seul au départ quand on est confronté à ce genre de situation. Donc on a des groupes de parole, alors ce que j'ai pas dit, voilà, là j'ai complètement oublié des trucs, non c'est pas ça, pardon. Oui, donc on anime des groupes de parole pour les parents tous les mois et demi dans différents endroits en France pour informer, partager les expériences, se soutenir entre familles, donner des conseils sur les médecins à éviter, voilà, partager des expériences, et c'est d'un grand réconfort parce qu'on réalise qu'on n'est pas seul et que voilà, on se serre les coudes et voilà, c'est une approche solidaire et vraiment réconfortante. On conseille aussi les parents qui souhaitent porter plainte contre les médecins dont on estime qu'ils n'ont pas été assez prudents, voire qu'ils ont fait n'importe quoi. C'est mon cas. Et donc, on a, par exemple, une femme médecin dans le collectif qui nous a préparé une trame sur laquelle on peut s'appuyer. Elle nous explique les différentes étapes des démarches. Il y a une autre maman qui organise des visios pour les frères et les sœurs, puisque comme quelqu'un l'a mentionné tout à l'heure, il y a un impact de ces situations sur les membres de la famille, et notamment les frères et les sœurs. On essaie de rassembler les informations clés donc à travers un guide en ligne pour les parents sur le site d'Hypomonie. On relaye les documentaires de Sophie Robert que j'ai aperçus tout à l'heure, qui sont très précieux et qui devraient être obligatoires à regarder pour tout le monde. On assure aussi une veille sur le sujet en France et à l'étranger. Et enfin, on partage avec d'autres associations comme AMQG, l'OPS, Paris, SEGM. Donc voilà, avant de vous parler des chiffres, je voulais juste remercier Céline et Caroline. Là, ça n'engage que moi, mais vous êtes mes héroïnes. Parce que vous êtes, contre vents et marées, vous avez vraiment été constantes sur votre combat et ça nous porte, nous les parents, ça nous porte. Pardon. Quelques chiffres, je reprends un petit coup d'eau. J'ai pas l'habitude de parler devant autant de gens, donc... Voilà, donc 6 antennes en France, une à Paris, une dans le sud-est, une en Bretagne, dans l'est de la France, Lyon et Bordeaux. Donc, comme je le disais tout à l'heure, en fait, ces antennes sont animées par des parents qui sont eux aussi en grande souffrance et qui s'investissent en fonction de leur temps, de leur capacité du moment à affronter ces travaux supplémentaires en fonction de leur temps, parce que voilà, on n'est pas des professionnels, on est juste des parents qui se débattons pour faire avancer les choses et protéger nos enfants, en tout cas les informer le plus possible. Donc, le collectif Hypomonie, c'est 230 familles à ce jour, 80% de filles en demande de transition vers garçons. Donc, voilà, s'il était nécessaire d'illustrer tout ce qu'on a décrit hier, voilà. On peut vous confirmer cette information également. 50% sont porteurs de spécificités neurodéveloppementales, donc troubles du spectre autistique, HPI, troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité. 100% sont fragiles psychiquement et donc vulnérables. On a noté, en fait, en confrontant nos expériences de parents, en fait, on s'aperçoit qu'on a, on a tous des dénominateurs communs. Donc, on sait que chacun de nos enfants a au moins une comorbidité ou une particularité neurologique préexistante. Donc, on parlait du TDA, on peut parler de la bipolarité, du syndrome anxio-dépressif, de personnalité borderline et de dysmorphophobie, pour ne citer que celle-ci. Je rajoute et ou ont été victimes de comportements agressifs externes. Donc, je pense au harcèlement scolaire, aux agressions sexuelles ou aux abus sexuels, à l'exposition à la pornographie. Donc voilà, tous ces cas-là, on les entend de façon régulière. Et ou ont eu un comportement tel que scarification, anorexie, automutilation, addiction aux jeux vidéo et aux écrans. Donc voilà, en fait, ça n'arrive pas à tous les enfants, néanmoins, ça arrive à 100%
en fait, cette solution magique de bien-être immédiat via la transition, en fait, elle s'accroche sur des personnalités vulnérables. Ce n'est pas tous les enfants, mais en tout cas, nos enfants sont tous affectés d'un ou plusieurs facteurs que je viens de vous citer. Certains de nos enfants, en fait, j'ai envie de dire beaucoup de nos enfants, je n'ai pas exactement les statistiques, mais beaucoup de nos enfants ont annoncé leur homosexualité préalablement à leur demande de transition. Donc ça rejoint ce que disait tout à l'heure la personne de LGB Alliance France. Tous s'autodiagnostiquent dysphoriques de genre. Donc voilà, c'est encore un point commun, c'est que ça ne vient pas d'un médecin, c'est qu'ils viennent voir le médecin avec leur autodiagnostic. Et pour terminer, en termes de changement d'avis, on peut citer 5 désisteuses, donc des jeunes filles et jeunes hommes qui n'avaient pas encore démarré de transition médicale. On peut citer 2 détransitions, donc des personnes qui avaient entamé une transition médicale mais qui ont renoncé. Donc il y en a un qui est un garçon qui s'identifiait fille et un autre dans l'autre sens. Et nous avons un mineur qui a stoppé les bloqueurs de puberté en raison d'effets secondaires dramatiques. Il ne pouvait plus marcher. Enfin, voilà. Donc ça, ce sont les familles qui nous ont fait part des désistements ou des transitions. Maintenant, sur les 230 familles, on n'est pas en contact avec chacun au quotidien. Donc voilà, il est possible qu'il y en ait d'autres qui aient disparu de la circulation également. Voilà, donc c'était juste une présentation rapide pour vous dire qui on est et voilà, et qu'on a besoin de vous aussi pour renforcer, pour informer, pour, je sais pas, s'organiser pour que le monde réfléchisse mieux et aborde mieux ces questions qui sont centrales pour notre société. Un très grand merci à vous trois. Grand merci.